bruxellois, le Parlement qui est, comme vous le savez, le lieu où bat la démocratie. Le Parlement, c'est le cœur de la démocratie, puisque c'est ici qu'on fait les lois, les ordonnances, les décrets. Mais on peut aussi reconnaître que la numérisation de toute une série de services nous facilite aussi la vie, pour autant que tout le monde y ait accès, que tout le monde sache comment s'y retrouver, où et comment trouver l'information, comment naviguer, comment interagir. Or, il faut bien constater, l'accessibilité numérique est aussi le reflet, malheureusement, de nos inégalités sociales. Ce sont surtout les groupes socialement, culturellement, économiquement avantagés qui tirent les bénéfices de la numérisation croissante de nos sociétés. C'est là que le mouvement de numérisation en cours contribue en fait à mettre à l'écart toutes celles et tous ceux qui en sont déjà les plus éloignés parce qu'ils sont plus précarisés, parce qu'ils ont été moins informés aux nouvelles technologies, parce qu'ils doivent composer avec le handicap ou la maladie ou pour d'autres raisons encore. Les vraies questions auxquelles nous devons tenter de répondre sont donc: comment garantir que les plus fragiles aient bien accès à leurs droits fondamentaux? Comment garantir qu'ils ne soient pas freinés dans leur contact avec leur mutuelle, leurs prestataires de soins, avec leurs administrations, avec leurs banques? Comment garantir qu'ils ne soient pas freinés dans leur participation à la vie sociale et citoyenne, dans leur accès à la culture? Vous l'avez compris, la numérisation pose donc des questions cruciales d'inégalité d'accès aux droits sociaux. Mais je vais m'arrêter là, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, pour laisser toute la place aux témoignages, aux échanges, aux questions et aux pistes de solutions. Mais avant de conclure, je voudrais tout de même remercier une nouvelle fois la SBL, le Troisième Œil, qui est à l'initiative de ce forum, et en particulier remercier sa présidente, Aja Jabour, pour son inlassable travail depuis des décennies pour améliorer la situation des personnes en situation de handicap et notamment les malvoyants. Merci en tout cas de mettre cette question à l'ordre du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et fructueuse journée de travail et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. En vos titres et qualités, encore une fois merci de votre mobilisation si nombreuse autour du digital accessible pour tous. Une thématique tellement transversale qui réunit aujourd'hui l'ensemble du secteur associatif, que ce soit le handicap, l'accessibilité, les opérateurs en alphabétisation, en ISP, socio-professionnels, éducation permanente, du logement et bien d'autres. Merci aux nombreux représentants des services publics, comme le CIRB, Inclusion, Actiris, Bruxelles Formation. Merci au CPS, les missions locales, les bibliothèques et toutes celles et ceux que j'aurais oubliés. Mais plus encore, merci aux concitoyens, aux citoyens qui sont présents aujourd'hui parmi nous. Nous nous étions retrouvés pour une première édition, le 31 mai, autour de cette thématique d'accessibilité digitale, afin de faire un état des lieux de la situation et discuter des perspectives, comment rendre les espaces publics numériques accessibles à tous, car ils sont l'un des acteurs de première ligne, au plus près des citoyens. Cette mobilisation est partie d'un constat malheureux, où nous nous sommes retrouvés, après le Covid, basculés dans un monde complètement digitalisé et sans aucune transition. De ce fait, la SBL 3e a dû assister constamment nos bénéficiaires dans leurs démarches administratives au quotidien, au lieu de les accompagner et nous atteler dans nos missions et activités. Nous avons dû, par exemple, les aider pour prendre rendez-vous à la commune, consulter leurs dossiers en ligne, comme My Handicap, My Pension, My Finance, etc. Nous avons dû être parés au plus urgent et mettre nos véritables missions au second plan, comme accompagner et former nos bénéficiaires. Depuis lors, nous avons démarré un travail de terrain en allant à la rencontre de la région bruxelloise afin de voir ce qui était mis en place pour assurer l'accessibilité aux personnes, notamment porteuses de handicap,
non seulement en termes d'espace, mais aussi de matériel et de logiciels spécifiques. Pour cette deuxième édition, après tout ce travail de terrain qui a permis de dresser un premier état des lieux de la situation, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'une thématique qui concerne toute une partie de la population, seniors, personnes analphabètes, primo-arrivants, précarisés, fragilisés par la vie, qui sont totalement déconnectés et laissés au bord de la route. Nous sommes tous d'accord pour dire que la digitalisation est une avancée nécessaire et incontournable. Mais il est aussi à noter qu'elle crée des inégalités et nous pose de nouveaux défis que nous devons relever tous ensemble et surtout remettre l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Merci pour votre écoute. Je voudrais compléter ce que vient de dire en ajoutant que l'ASBL possède son propre espace public numérique où nous accueillons des personnes valides et moins valides pour les accompagner dans toute leur démarche finalement ici et qui proviennent des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Depuis la mise en place de ce projet Digital, nous avons été à la rencontre de plusieurs espaces publics numériques au sein des 19 communes. Et nous avons eu l'occasion de former et de sensibiliser 5 écoles au sein de 5 communes différentes. Donc pour rapidement les citer, Bluesurf sur la ville de Bruxelles, la bibliothèque de Jette et Doglé Saint-Pierre qui ont leur propre PM au sein de la bibliothèque. Aussi l'espace public numérique de Woluwe, Saint-Lambert, ainsi que celui de Forêt. Notre ambition évidemment de finalement sensibiliser et de former tous les espaces publics numériques pour les rendre accessibles. On fait ce travail vraiment de fond et de manière de plus en plus étroite en collaboration avec Caban, donc plusieurs types. Voilà, face à la digitalisation, il est aussi important pour nous de continuer à garder un contact humain et de veiller à ce que les guichets se ferment par exemple, totalement. Je voulais aussi dire une dernière chose. Voilà, aujourd'hui, nous pouvons compter sur la présence de plusieurs structures qui sont tout aussi engagées dans la sensibilisation et l'accessibilité numérique. Il s'agit notamment des sociétés Optelec, Sensotech, l'ASBL Max, l'association Care et le laboratoire d'accessibilité digitale 11 Ways. Voilà, encore une fois, merci à vous tous de votre présence. Ravi de pouvoir introduire ce colloque sur un sujet qui plus est me tient fort à cœur. Alors si la digitalisation représente, c'est vrai, une évolution positive en matière de simplification administrative, nous devons rester extrêmement vigilants à ce qu'elle ne devienne pas la source de nouvelles exclusions. La digitalisation d'un nombre croissant de services ne peut les rendre inaccessibles à une partie de nos concitoyens. Lors de la précédente édition de votre colloque, vous avez pu mettre en exergue les principaux obstacles rencontrés par les personnes concernées par la fracture numérique. Vous avez notamment abordé les problèmes que peuvent causer la digitalisation de la société, comme la fermeture des guichets et l'impact sur le contact humain ou encore aussi le manque de formation au numérique. Sachez qu'au niveau du gouvernement bruxellois, nous sommes particulièrement attentifs à la fracture numérique et aux difficultés que cela peut engendrer pour les personnes fragilisées et notamment pour les personnes en situation de handicap. C'est pour cette raison et pour veiller de façon générale à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap dans notre région que j'ai travaillé avec mes collègues du gouvernement bruxellois à notamment l'élaboration d'un plan d'inclusion du handi-streaming dans toutes les politiques publiques de notre région. Le handi-streaming, c'est cette volonté de prendre en compte la dimension du handicap dans toutes les politiques publiques et dans tous les nouveaux projets politiques que nous menons pour faciliter notamment le quotidien des personnes en situation de handicap et leur permettre de vivre comme elles le souhaitent. Ce plan, eh bien, il se veut ambitieux puisqu'il comporte 44 actions concrètes qui ont pour but de rendre Bruxelles plus accessible et plus inclusive.
Il sera soumis à l'approbation du gouvernement, normalement le 8 décembre prochain. Et dans ce plan, on y parle de quoi? On y parle de mobilité, on y parle d'emploi ou encore même de logement adapté, tous ces aspects importants du quotidien qui peuvent devenir un vrai parcours de combattant pour les personnes en situation de handicap. Plusieurs actions du plan concernent l'accès aussi au numérique pour les personnes en situation de handicap et ainsi, grâce à ce plan, le gouvernement bruxellois s'assurera de bien prendre en compte les personnes en situation de handicap dans le plan d'appropriation numérique. En adoptant ce plan, nous souhaitons faire de Bruxelles une région réellement adaptée aux besoins de chacun et chacune de ses habitants. À défaut de vivre au quotidien avec un handicap, je peux imaginer les nombreux obstacles rencontrés par vous toutes et toutes les personnes en situation de handicap. Et il est donc de mon devoir de travailler d'arrache-pied pour limiter au maximum ces obstacles et notamment ceux qui découlent surtout de la digitalisation. Le dernier baromètre de l'inclusion numérique de la Fondation Roi-Baudouin nous apprend qu'en 2021, 46% de la population belge se trouvait dans une situation de vulnérabilité politique. Alors c'est vrai, si la digitalisation permet peut-être à certains d'entre nous de gagner un temps précieux, nous ne pouvons accepter que des personnes restent en marge de cette digitalisation et je refuse qu'une partie d'entre elles n'ait pas accès aux administrations et qu'elles se voient privées de leurs droits. Nous ne pouvons pas laisser les personnes dans le besoin sans contact humain pour exposer leurs situations qui sont souvent délicates. Car je pense, et vous serez tous d'accord avec moi et tous, que ce contact humain reste le socle de la politique de l'égalité des chances, même si je préfère l'appeler égalité des droits humains. C'est la politique en tout cas que je souhaite mener et vous pouvez compter sur moi et mon soutien pour veiller à ce que la digitalisation ne laisse personne au bord du chemin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre accueil et je vous souhaite également de beaux échanges durant cette matinée. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord bonjour à tous et merci à la SBL de m'avoir invité. L'électronisme touche un trop grand nombre de nos concitoyens. Mais électronisme, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été vérifié. Difficulté que rencontre une personne à utiliser les outils informatiques. Malheureusement, selon le baromètre de l'inclusion numérique 2022, et ça a été cité par Nawal il y a un instant, près d'un Belge sur deux sont en difficulté avec le numérique. En ce compris des jeunes. Ce chiffre augmente pour les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et culturel, dont les personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture, mais aussi les personnes âgées, certaines personnes porteuses de handicap. C'est pourquoi, en tant que ministre de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en charge du numérique, je suis heureux de soutenir votre projet qui a pour objectif de lutter contre la fracture numérique et qui vise à rendre le digital accessible à tous, seniors, personnes précarisées, fragilisées, porteuses de handicap. En 2019, la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, s'est engagée à rendre les sites internet et les applications mobiles accessibles à tous les utilisateurs, et en particulier aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Depuis lors, de nombreuses actions ont été menées en fédération. À ce propos, des référents accessibilité numérique ont été désignés dans les différentes administrations et dans les différents organismes publics. La mission de ces référents, les référents accessibilité, est de promouvoir l'accessibilité numérique, notamment en assurant la prise en charge des demandes des utilisateurs et, de manière plus générale, la qualité du service rendu aux utilisateurs en situation de handicap. De plus, des actions de formation, de sensibilisation aussi, sont également organisées afin de permettre au personnel intervenant sur les sites et les applications de développer, éditer, mettre en ligne des contenus accessibles. Et c'est évidemment important. En outre,
La mise à disposition de services numériques par l'administration demande aux agents, surtout aux usagers, de disposer de certaines compétences numériques. Et pour y parvenir, la Fédération a développé le projet PIX. Le projet PIX, dont les objectifs sont notamment de permettre à tous nos concitoyens d'acquérir les compétences numériques dont ils ont besoin afin de s'inscrire de manière active et responsable dans notre société, mais aussi de mettre en place des outils, des formations dédiées au développement et à la certification des compétences numériques. Un premier colloque a été organisé en mai dernier afin d'identifier des solutions à mettre en place afin de lutter contre l'exclusion numérique. Et ce premier colloque avait notamment mis en évidence le manque d'accessibilité des plateformes en ligne, la fermeture des guichets physiques et l'impact sur les contacts humains, la menace des droits par l'exclusion numérique, la digitalisation de la société et son impact sur une tranche de la population qui se retrouve discriminée, le manque de formation numérique également, la sécurité digitale. Lors de ce deuxième colloque, l'objectif sera d'évaluer si des solutions concrètes ont pu être mises en place et de voir quelles autres actions concrètes peuvent être menées face à cette problématique. Et les questionnements devront notamment porter sur la garantie du maintien d'un service administratif physique minimum, accessible aux citoyens, avec des guichets ouverts, le manque d'accessibilité et une certaine complexité des sites de l'administration pour lesquels même certains citoyens sans besoin spécifique éprouvent des difficultés à effectuer des démarches numériques. Comment faire face à la recrudescence des demandes liées à la digitalisation des services administratifs? Réfléchir à la mise en place d'une norme généralisée à tous les sites de l'administration pour pallier aux problèmes d'accessibilité. Comment investir dans les infrastructures et les outils d'accessibilité pour permettre l'accueil des citoyens à besoins spécifiques qui sont en contact direct avec l'administration. Voilà une série de questions et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres qui devront être discutées aujourd'hui lors de cette journée d'études. Donc je suis Esteban Baz, je suis responsable dans le cabinet du ministre Bernard Clerfailly. On tenait à être présent parce que c'était pour nous une opportunité importante d'avoir un échange avec vous sur une thématique qui, nous trouvons, est vraiment très importante. Je suis particulièrement touché en arrivant ici, j'entendais le témoignage de madame par rapport au guichet que nous partageons parfaitement. Et donc ça va être pour moi l'occasion un peu de dire ce que la région bruxelloise fait, ce que le ministre Clerfailly a fait au niveau de la transition numérique et de ce que nous pensons qu'il faut faire pour le futur. Alors évidemment, ici, je peux presque dire un peu avec ironie, surtout avec ce qui vient d'être dit, que je viens un peu avec la mauvaise casquette parce que le ministre Clerfailly est en charge de l'informatique et donc de l'informatisation des services publics. Justement, celui où on se dit, tiens, ça va probablement trop vite, probablement qu'il faut plus l'encadrer. Évidemment, la compétence informatique tend à rendre disponibles les démarches administratives en ligne pour la population. Et je pense qu'on pourrait quand même tous être d'accord qu'il y a une partie de la population à qui ça peut rendre la vie meilleure, mais je vous rejoins parfaitement dans ce qui a été dit et ce qui a été entendu ici, qu'il ne faut pas négliger l'autre partie de la population à qui il faut apporter de l'aide et certainement fournir une alternative. Alors évidemment, et je m'imagine que ça a été abordé parce qu'on connaît bien la thématique de l'inclusion numérique, c'est une compétence qui est terriblement éclatée. Évidemment, il y a une partie d'éducation, puisque évidemment, si dès le plus jeune âge, on vous apprend les outils informatiques, plus tard, vous vous débrouillez mieux. Il y a une partie lutte contre la pauvreté, parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes accès, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Bref, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font que cette thématique, elle est complexe. Notre pays est complexe et ne rend pas toujours les choses faciles. Néanmoins, dès le début de la législature, alors que la compétence que le ministre a, c'est celle de rendre disponibles les démarches administratives en ligne, il s'est dit, faire de la dématérialisation, il faut la faire. Il y a au moins, d'après les études de la Fondation Roi Baudouin,
60% de la population qui se sent à l'aise avec ça, donc on va leur simplifier administrativement les tâches, mais on ne peut pas le faire sans oublier, comme je vous disais, les 40% de gens qui ont besoin d'aide. Et donc on s'est dit dès le début, faire du numérique oui, mais il faut faire du numérique responsable. Et on veut que les pouvoirs publics soient exemplatifs, on veut être un moteur, et on veut évidemment, tant que possible, alors que nous n'avons pas la compétence ici à la région d'imposer des choses aux entreprises, on veut les sensibiliser, on veut les irradier de toutes les démarches que nous avons entreprises ici avec la région par rapport à cela. Et donc, dès le début de la législature, non, vous savez, on a pris la législature de la transition numérique. Historiquement, sur la précédente législature, il y avait un budget de 50 000 € par an à la région bruxelloise dédié à cette compétence qui aujourd'hui nous réunit tous là. Et on s'est dit, ok, il faut faire un plan, c'est pas possible, la thématique est trop sensible, trop importante, et on a décidé de faire un plan ensemble avec le secteur. Et c'était d'ailleurs, on est assez fiers de ça, le premier plan d'appropriation numérique de la Belgique. Par la suite, on a eu des échanges avec les autres régions et ils embrayent le pas et on en est vraiment très heureux. Et donc, nous avons fait ce plan qui se voulait ambitieux. Alors évidemment, très rapidement, on s'est rendu compte qu'avec un budget de 50 000 € par an, on n'allait pas aller très loin. Et donc, le ministre Claire Failly a très rapidement décidé de le doubler, et c'était rien. On l'a encore doublé, bref, on l'a multiplié par 4. Sous une même législature, pour une thématique qui à la base n'était pas ni dans un accord de majorité, ni prévu initialement dans le programme. C'est assez exceptionnel, croyez-le. Et donc aujourd'hui, on a dégagé un budget récurrent de 900 000 € récurrent, et donc un peu plus de 4 millions d'euros sur l'ensemble de la législature. Alors évidemment, ça a permis de compléter d'autres aides qui étaient données par ailleurs. On a également décidé donc de monter en puissance la cellule inclusion numérique qui est ici représentée par Tania, qui au début, Tania, quand on est arrivé dans cette législature, elle travaillait à mi-temps sur l'inclusion numérique, et aujourd'hui elle a une équipe d'à peu près 4 personnes qui travaillent et qui l'aident à réaliser toute une série d'actions, des formations des fonctionnaires, des actions de communication, de sensibilisation, des audits de nos sites internet. Bref, on n'est pas parti de nulle part, et pourtant on est parti de très peu, et pourtant je trouve quand même qu'on a fait des grands bonds en avant. Mais très vite, le temps passant, on s'est rendu compte que ça ne sera jamais assez. Et je m'imagine, je suis désolé de ne pas avoir pu assister dès le début de ce colloque, que beaucoup ici se disent il faut en faire plus, il faut plus de budget, il faut plus de moyens. Et évidemment, ce n'est pas toujours aussi évident tel quel. Mais nous, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait encore donner un boost à cette inclusion numérique et à cette réflexion? Alors, j'ai beaucoup entendu parler ces derniers jours, ces dernières semaines, de ce fameux projet d'ordonnance Bruxelles numérique, qui, malgré que j'ai déjà travaillé pour 3 ministres, c'est la première fois que j'ai autant dû commenter un projet qui est en cours d'écriture, donc qui n'est pas, contrairement à ce que j'ai pu lire, sur le point d'être présenté au Parlement, vu qu'il n'est même pas encore passé en première lecture au gouvernement. Mais je ne veux pas rentrer dans des détails un peu techniques, mais donc c'est un projet d'ordonnance qui est en train d'être écrit au cabinet du ministre Claire Failly, dans lequel justement on veut, et c'est assez historique, pour la première fois depuis la création de la région bruxelloise, mettre dans un texte de loi qu'il faut faire attention au public qui a un problème, qui est éloigné du numérique, et qu'il faut apporter une attention particulière. Alors évidemment, Bruxelles numérique veut donner des droits aux citoyens. Il ne s'agit pas d'enlever quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle veut donner, bien sûr, le droit aux citoyens qui le veut de faire ces démarches administratives en ligne, un droit en plus, et j'insiste bien, le citoyen qui le veut. Ce n'est pas du digital by default, non, c'est le citoyen qui le veut. Les 60% qui se sentent à l'aise avec le numérique, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Mais on veut aussi donner le droit aux citoyens qui ne le veulent pas d'avoir une alternative. Et on veut aussi donner aux citoyens, donner le droit aux citoyens qui le veulent de se faire accompagner. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être, et là je prends sur moi, peut-être que notre communication n'était pas suffisamment bien faite, mais ça fait partie des éléments qui sont liés à ça. Alors, nous n'avons pas communiqué à ce stade-ci sur Bruxelles numérique parce que c'est normal, il est encore dans les cartons, il est encore en cours de réflexion,
Il y a 2 ans, nous avons fait une consultation de l'ensemble des administrations de la région pour voir comment est-ce qu'elles amenderaient ce texte de Bruxelles numérique. Ensuite, l'été passé, nous avons organisé des tables rondes, notamment avec le secteur associatif. Et donc, je veux dire, on est encore en train de réfléchir à ça, mais donc je veux insister sur l'élément, on ne veut certainement pas enlever des obligations aux administrations vis-à-vis du citoyen. Au contraire, avec Bruxelles numérique, ce que nous voulons, c'est donner des nouveaux droits et des nouvelles alternatives. Et comme je vous le disais, je ne crois pas qu'il y ait un seul texte en Belgique, mais je peux me tromper, mais en tout cas sur la région bruxelloise, j'en suis assez persuadé, qui pour la première fois parle d'inclusion numérique, parle d'offrir une alternative aux citoyens et parle effectivement d'accompagner le citoyen. Alors évidemment, les administrations doivent continuer à exercer leur rôle qui est de vous permettre d'exercer vos droits démocratiques, de connaître vos droits et obligations, et elles doivent, pour nous, systématiquement, lorsqu'elles font une démarche administrative, prévoir une alternative. Il y a 2 semaines, j'étais dans un comité de pilotage avec l'ensemble des administrations régionales et je leur posais la question, donc il y avait quasiment toutes les administrations qui étaient présentes, je leur posais la question, tiens, parmi vous, dans les nouvelles démarches, qui d'entre vous prévoit la démarche dans le monde digital? Toutes les administrations ont levé la main, sans exception, lorsqu'il y a des nouvelles démarches, parce qu'il y a des nouveaux droits, des nouveaux subsides, ils le prévoient. Et j'ai posé la même question aux administrations, qui parmi vous a prévu l'alternative pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire en digital? Et là, on voyait beaucoup de mains qui étaient levées, qui se sont baissées. Le but de Bruxelles numérique est bien de créer une série de droits, le droit à la possibilité de le faire en digital quand vous le voulez, le droit d'avoir une alternative, le droit de se faire accompagner et un certain nombre d'autres droits. Pour en citer un dernier, le droit de ne plus demander aux citoyens des documents ou des informations dont l'administration est capable d'aller les chercher elle-même sans embêter le citoyen. Voilà, merci pour votre attention. Le numérique restera un problème tant que les TIC continueront d'évoluer. Autrement dit, ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Il faut des dispositifs d'accompagnement structurels qui puissent anticiper les nouvelles évolutions. Et les nouvelles évolutions, il y en aura encore. Ça peut faire peur, on est déjà aux prises avec celle-ci qui est difficile, il y en aura encore. Donc il faut créer un dispositif d'accompagnement qui soit structurel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des postes structurels dans les EPL, il y en a moins d'une dizaine. Donc renvoyer vers l'accompagnement, c'est un peu une gageure aujourd'hui, parce que, cet accompagnement n'est pas équipé humainement. Le matériel, ça va, mais humainement, on n'est pas soutenu. Deuxièmement, cet accompagnement a des limites qui sont vraiment intrinsèques au travail qu'on fait. On essaye évidemment d'autonomiser un maximum de gens pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, au moins pour un temps. Il faudra toujours mettre à jour les compétences. C'est un travail qui peut prendre du temps, beaucoup de temps. Initier à Internet, c'est pas 6 heures et puis c'est bon, on peut surfer. Pour des personnes qui savent pas manipuler la souris, pour des personnes qui ont des difficultés de langue, d'alpha, des handicaps, des difficultés visuelles, cognitives, des neurodivergences, ce qui représente quand même aussi un gros pourcentage de la population, l'autonomie peut être très longue, voire impossible à acquérir. Il y a une partie de la population qu'on ne va pas autonomiser. Il faut le savoir. Ces personnes, il faudra toujours les accompagner sur le tas, dans l'urgence, pour chaque démarche. Et les accompagnateurs comme les espaces publics numériques ou les accompagnements qui sont mis en place dans d'autres associations peuvent le faire, mais elles ont aussi leurs limites. C'est que quand on touche au contenu des démarches, on peut se retrouver confronté à des données sensibles, on peut se trouver confronté au règlement général pour la protection des données, et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Les questions bancaires sont particulièrement touchy, les questions santé sont également particulièrement touchy. Et pour ces questions-là, tout représentant de l'accompagnement numérique qu'on soit, je le dis, il n'y a que des guichets restés ouverts qui peuvent fonctionner. Des guichets dont on peut espérer qu'ils vont aussi se spécialiser de plus en plus dans les difficultés. Alors s'ils ont moins de travail dans les communes, s'il y a moins de gens qui passent par les guichets, on peut espérer que les guichets qui restent ouverts soient des guichets de plus en plus polyvalents qui puissent aussi tenir compte de ces difficultés. Et là aussi on peut créer des ponts avec l'accompagnement numérique. Donc voilà, mon propos aujourd'hui est de dire que renvoyer vers l'accompagnement,
est une gageure si cet accompagnement n'est pas soutenu et si on ne tient pas compte de ses limites. Et je crains qu'aujourd'hui encore, l'inclusion numérique, le fossé numérique ne soit pas pleinement compris par une partie de la classe politique, que le défi que représente l'accompagnement et les moyens que ça nécessite ne soient pas pleinement compris et que ses limites ne soient pas non plus pleinement appréhendées. Il faut savoir qu'en Belgique, à Bruxelles, on évalue à 10% de la population en difficulté par rapport à la lecture et l'écriture. On a recité les chiffres tout à l'heure du baromètre de l'inclusion numérique, 46% de la population en situation de vulnérabilité numérique. Lorsqu'on s'intéresse aux personnes qui sont peu qualifiées, avec un niveau de formation bas, là on est à 3 personnes sur 4. Donc c'est énorme. On ne parle pas de 2-3 personnes, on parle vraiment d'énormément de personnes qui, pour ces démarches, vont avoir besoin d'un soutien. Alors ce soutien, aujourd'hui, ils le trouvent d'abord dans leur entourage, auprès d'un voisin, auprès d'une sœur, auprès d'un parent, qui n'est pas toujours bien intentionné, qui n'est pas toujours bien entouré. Ça peut arriver aussi qu'on demande conseil à des gens qui profitent de nos vulnérabilités. On peut aussi demander un soutien à ses enfants, et on l'a bien vu lorsqu'on a accompagné les écoles de devoir en 2021, le nombre d'enfants qui sont amenés à réaliser des démarches pour leurs parents et à manipuler des données auxquelles ils ne devraient pas du tout être confrontés. Ça pose vraiment des grosses difficultés dans les familles en tant que parents, mais aussi en tant qu'enfant lorsqu'on est amené à gérer les comptes en banque ou des dossiers médicaux de ses parents. On peut chercher du soutien aussi auprès des associations. Et nous, on a eu énormément de retours d'animateurs d'écoles de devoir, ça peut aussi des éducateurs en maison de jeunes, qui sont amenés maintenant à répondre aux besoins des personnes qui viennent chez eux, qui ont confiance et qui viennent demander du soutien pour toutes leurs démarches administratives. C'est aussi bien sûr dans les espaces publics numériques, les permanences des informaticiens publics, mais aussi dans les centres d'alphabétisation. On a énormément de formateurs qui sont maintenant amenés à accompagner leurs apprenants dans leur démarche. Alors ça pose évidemment question parce que nos formateurs, ils sont formés pour être formateurs en alphabétisation. Ils ne sont pas compétents dans toutes les démarches à faire avec les administrations. On s'adresse en plus à des personnes qui sont dans des situations de précarité, bien souvent des situations complexes, où un problème se combine à d'autres difficultés, et on sait aussi que les personnes dans des situations de précarité ont beaucoup de démarches administratives à faire, pour renouveler des statuts, pour obtenir des dérogations. Il y a énormément de démarches à faire, je pense beaucoup plus que moi qui suis employé, j'ai pas beaucoup de démarches à faire, mais ce n'est pas du tout le cas des personnes qui viennent chez nous, qui sont prises en énormément de procédures, et des procédures qui sont complexes, et pour lesquelles, eh bien nous, on peut les aider à télécharger le document, mais quel document, quelle case il faut cocher, en fait on n'en sait trop rien. Donc on les accompagne, on essaie de faire les démarches, mais est-ce qu'on les accompagne de manière efficace, de manière vraiment pertinente? Ça c'est beaucoup moins sûr. Alors on réclame évidemment l'ouverture de guichet, parce que là on peut avoir affaire à quelqu'un qui connaît les complexités, qui connaît les différentes cases à cocher en fonction de la situation, qui peut donner une information sur pourquoi le dossier est bloqué, qu'est-ce qui fait qu'on n'a toujours pas touché ces allocations. Ah mais oui, mais en fait vous n'avez pas rempli tel document. Et ça, c'est au guichet qu'on peut le savoir, en parlant avec quelqu'un. Le guichet, c'est pas la panacée, hein. On a souvent nous tapé sur le guichet auparavant également, en disant que c'était des lieux de violence institutionnelle aussi parfois importante. Néanmoins, ça reste l'endroit où on peut avoir un soutien, un accompagnement, une information, où on peut aller avec son courrier pour voir un peu où on est dans sa situation. Au téléphone, ça ne marche pas. Quand on dit à une personne qui ne sait pas lire et écrire, on dit trouvez votre numéro de dossier. Sur sa feuille, ça va être très très compliqué de trouver son numéro de dossier. Au guichet, c'est beaucoup plus simple. On apporte le courrier et directement on voit. Une des missions qu'on a menées avec l'aide de CAWAB, le collectif de l'accessibilité en Wallonie et à Bruxelles, c'est de mettre en place des recommandations inclusives. Et la première de ces recommandations inclusives qui a été énoncée par CAWAB, c'est le maintien des guichets. Et cette première recommandation, nous, on la garde et on la crie haut et fort. Mais en tout cas, elle reste la première recommandation pour toute numérisation. C'est pas parce qu'on numérise qu'il faut en effet supprimer les guichets physiques ou
il faut supprimer le contact humain, et ça, voilà. L'envie n'est pas de fermer les guichets. Maintenant, au sein du CIRB, on n'est pas non plus les décideurs pour obliger les communes, par exemple, ou les banques, ou les mutuelles, ou tout le monde, en fait, à garder ces guichets ouverts. Le problème des prisons, donc j'ai dit, c'est l'accessibilité, ce qui a été mis en place par la Fédération Unie de Bruxelles pour pouvoir faire en sorte de rendre les prisons accessibles. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand on est à l'intérieur du milieu carcéral, il y a une direction de prison et les services extérieurs. Et ce qui prime à l'intérieur des prisons, ce qui est souvent dit, c'est la sécurité. Et la sécurité est importante et fondamentale. Donc les directions de prison, pour eux, c'est leur objectif premier, c'est la sécurité. Pour les services des entités fédérées, ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on vienne à l'intérieur des prisons préparer à la réinsertion. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'équipement. Donc, c'est pas tout de pouvoir rentrer en prison, d'avoir accès aux détenus. Après, il faut l'équipement. Parce que c'est très bien qu'on aille faire des formations pour faire de l'accompagnement psychosocial, mais il faut pouvoir avoir des ordinateurs, il faut pouvoir avoir affaire à toute une série de matériel qui va permettre à pouvoir travailler avec les détenus. Donc c'est une problématique qui est très complexe parce qu'elle concerne 3 niveaux de pouvoir et je sais qu'il y a des choses qui sont faites, des choses sont mises en place. Donc les services et les entités fédérées sont là pour venir en aide aux détenus à l'intérieur de la prison pour préparer leur plan d'insertion, qui passe aussi par la question de la fracture numérique évidemment, pour l'extérieur. Mais le problème, il est qu'il faut avoir accès aux détenus et pouvoir avoir le matériel pour pouvoir faire en sorte de travailler avec les détenus pour préparer à la réinsertion. Ça, c'est le point qui est très compliqué. Alors, on a mis toute une série de choses en place. Il y a des conférences, une conférence interministérielle pour l'aide aux détenus qui existe, où les ministres se réunissent, où ils discutent de pouvoir favoriser l'entrée des services extérieurs dans les prisons. Mais c'est compliqué parce que ce qui prime pour les directions de prison, alors après on peut discuter de ça, hein, c'est la sécurité. Il faut savoir que, prendre un exemple, pour faire un mouvement, comme on appelle ça, à l'intérieur des prisons, il faut 2, 3 gardiens de prison pour faire sortir 10 ou 15 détenus. Ça demande du personnel, ça demande de la mobilité. Un service rentre à l'intérieur d'une prison, il y a 30% du temps d'attente où il attend le détenu. Donc s'il vient faire 1 heure de formation, pendant 20 minutes il attend pour avoir accès au détenu. Donc c'est très compliqué, mais toutes les entités qui sont concernées par la problématique et travaillent sur ces questions-là. Donc si on se met à faire des papiers, par exemple, par le net, on ne peut pas faire marche arrière. Ou alors pour faire marche arrière, là si vous décidez de remplir votre déclaration de contribution, par le net, une fois que c'est parti, il faut le faire par le net. Vous pouvez demander à faire marche arrière, mais alors c'est une usine à gaz de papier, de lettres, de courrier, etc. Donc dès lors qu'on sent qu'il y a une pression terriblement forte pour aller dans ce sens-là, on doit quand même se demander comment les équipements individuels ne sont pas présents dans les ménages de façon et soutenus par l'État pour être présents dans les ménages dans les formes qui leur conviennent. On voit aujourd'hui par exemple que dans l'enseignement, on sent une pression terrible dans une partie de l'enseignement à imposer le digital pour tout, mais ce n'est pas seulement pour apprendre, c'est pour communiquer avec les parents. J'imagine qu'il y a peut-être des parents ici qui savent que toutes les communications maintenant passent par le GSM, etc., et plus rien d'autre. À partir de l'école maternelle, dans certains endroits, on ne communique plus avec les parents que par, etc. Vous savez aussi qu'il y a des profs qui utilisent les plateformes Facebook, etc., etc. On peut d'ailleurs se poser la question des professionnels et de leur droit à la déconnexion aussi, hein, en parallèle. Est-ce qu'ils ont le droit de s'arrêter ? Mais à un moment donné, ça devient terriblement invasif et dans l'enseignement, il y a des règles par rapport à ça. Nous, on est en train de travailler, on commence à travailler avec la Ligue des familles pour observer comment ces règles sont respectées, parce qu'on sent une pression sur les équipements ordinateurs, sur faire acheter dans des niveaux où il n'y a pas à l'imposer.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand dans une classe de 20, il y en a 15 qui en ont un, qu'il y en a 5 qui n'en ont pas, c'est une pression, hein, ça. Soit on décide de ne pas travailler, ou alors l'école doit avoir un équipement collectif pour tout le monde. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui doivent être soulevées dans le cadre du digital. Donc je pense, oui, de la formation pour les gens, mais ne pas retourner la charge uniquement. Oui, des espaces numériques, mais de nouveau ne pas retourner la charge uniquement. Et puis équiper, doter de moyens, etc. Et se poser la question vraiment, guichet humain, simplification, continuer à avoir de l'accueil et tout ça. Moi je pense que c'est très important parce que les gens craignent ça. Quand, particulièrement les personnes, et vous savez ça probablement dans la salle, qui sont extrêmement vulnérables, elles savent à quel point elles sont classées. Il y a des documents sur le CPS, il y a des documents sur la mutuelle, il y a des documents, etc. Et donc, il y a en plus une peur, et alors parfois une peur qui est irraisonnée, hein, qui n'est pas nécessairement fondée sur des problèmes que ça pose. Mais c'est une vraie peur. Moi, je crois que derrière cette peur, il y a la relation démocratique entre le citoyen et ses institutions. Comment on a le droit d'être en relation humaine, comme citoyen, avec les institutions qu'on fréquente tous les jours, enfin, qu'on ne fréquente pas nécessairement tous les jours, mais avec lesquelles on a quelque chose à voir toute sa vie. La commune, on a quelque chose à voir toute sa vie. Le CPS, certains ont quelque chose à voir beaucoup trop longtemps. Et c'est toujours sur l'état qu'on n'ait rien à voir, pour autant qu'on n'en ait pas besoin, avec le CPS, les administrations bruxelloises, on a à voir avec elles, les écoles, on a à voir avec elles, etc. Donc voilà. Et donc, vraiment, je pense que c'est en plus une question de société dont il faut que l'autorité politique s'empare, bien plus qu'au-delà d'organiser mieux la digitalisation. C'est un sujet qui dépasse bien largement la simple résolution de la digitalisation. C'est une question de relation. Et c'est une relation pour avoir des droits, pour maintenir des droits. Voilà. Parce que la crise du Covid a mis en évidence aussi cette fracture numérique. Alors, pas que les élèves, mais aussi une fracture numérique des familles, des parents. Ça a été évoqué sur la manière dont les écoles communiquent aujourd'hui avec les parents, avec les élèves, mais pendant la crise du Covid, c'était aussi l'enseignement qui a dû être réorganisé, et donc où on a, je dirais, suppléé à l'absence de possibilité d'avoir de l'enseignement présentiel par de l'enseignement à distance. Et on s'est rendu compte à Bruxelles, où nous avons déjà une véritable difficulté avec le décrochage scolaire, c'est combien on a venu rajouter une cause supplémentaire de décrochage scolaire à travers la crise du Covid. Et de la nécessité, effectivement, d'abord de mettre à disposition du matériel, ce que nous avons fait. Nous avons fait l'acquisition d'un certain nombre de tablettes et nous continuons. D'ailleurs, maintenant, c'est pour dire que, en fait, c'est un mouvement qu'il faut pouvoir poursuivre et amplifier, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que l'outil informatique, même avec de l'enseignement présentiel, c'est un plus. Et donc, on est à la fois devant cette réalité-là, qui est une réalité de progrès, sur lequel, effectivement, notre société évolue au travers de différentes étapes comme ça, où nous progressons sur les moyens, notamment de communication, puisque nous sommes essentiellement des êtres de communication. Et donc il ne fallait pas, après l'expérience qu'on avait vécue, qui était une expérience très très difficile, une expérience douloureuse, et qui, je l'ai dit, a augmenté à nouveau les chiffres en termes de décrochage scolaire, nous nous sommes dit, et c'est la réflexion que nous avons eue, c'est effectivement, il faut amplifier et il faut poursuivre dans cette voie-là, mais pas n'importe comment, comme je l'ai dit. C'est aussi en amenant les familles, les parents à la formation à ces outils-là. Parce que si à la maison, on n'est pas capable, pour des multiples raisons, de pouvoir, je dirais, participer à l'usage de cet outil-là, on va passer à côté de l'objectif qui est finalement de faciliter le transfert d'informations, le fait aussi de rendre les choses plus fluides et plus rapides. Et donc, l'accent a surtout été mis sur la formation des familles, la formation des parents, pour faire en sorte qu'effectivement les élèves qui, eux, ont une capacité d'adaptation beaucoup plus grande, mais quand ils rentrent chez eux, ils savent qu'effectivement leurs parents sont aussi en capacité d'utiliser ces outils. Parce que rien de pire que ça, et dans le décrochage scolaire, on s'est rendu compte qu'au moment
de la crise du Covid, il y a une distanciation encore plus grande qui s'est faite entre les familles et l'école, et que, à partir de ce moment-là, ça autorisait, ça permettait, je dirais, à certains, finalement, de faire comme si de rien n'était, et de se retrouver en situation de décrochage scolaire et de déscolarisation, ce qui est toujours une très très mauvaise chose. Et donc, le message que je voulais délivrer ici, c'était à la fois un message, je ne sais pas si je suis dans la tonalité du jour, mais, puisque j'arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, mais un message positif, parce que moi je crois effectivement, même si je suis d'une génération, je suis d'une génération de 58, donc je ne sais pas de quelle année vous êtes, mais je ne demande pas, mais où finalement, quand je vois mes enfants, tout ça d'un naturel, je vais dire, d'utilisation, de rapidité, d'adaptabilité, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais le B.A.-ba, je pense que je l'ai acquis au fil du temps. Et donc, c'est de se dire, nous devons nous adapter, effectivement, nous ne devons pas devenir les esclaves de ces outils. Et l'enjeu démocratique est important parce que, fatalement, savoir l'utiliser, savoir en faire un bon usage, c'est aussi un acte de citoyenneté, parce que le refus n'est pas, pour moi, une solution, en réalité. Et donc, c'est la manière dont l'outil sera utilisé, contrôlé, transparence aussi, l'open source, on pourrait discuter très très longuement sur une série de sujets, mais tout est toujours un enjeu aussi démocratique, un enjeu de société. Et donc, au travers et au-delà de l'enseignement, c'est aussi de faire en sorte que cette société telle qu'elle évolue, nous en gardions à tout le moins un minimum et le plus possible de cette capacité de contrôle et de transparence. Sous peine de devenir effectivement un appareil d'État dans son aspect impersonnel, et donc nous devenons à ce moment-là, je dirais, plus des acteurs, mais des sujets, finalement, du progrès. Et donc ça, ce n'est pas une chose qui, à mon sens, est acceptable. Et donc, je terminerai par là, ce qui est fondamental, mais je ne doute pas qu'ici, tous ici présents, vous utilisez et vous avez, je dirais, intégré la manière d'utiliser tous ces outils de manière efficace et de manière, je dirais, sécure. Mais je crois que c'est un message qu'il faut faire passer. Et dans la population qui pourrait se sentir par définition exclue, c'est vraiment là l'enjeu démocratique premier, c'est de faire en sorte qu'elle soit aussi accrochée au train du progrès, comme elle doit être accrochée à tous les trains, que ce soit la transition écologique, la transition économique. Si on ne veut pas qu'il y ait une partie de la population qui en soit exclue, il faut donner tous les outils, tous les moyens pour intégrer l'ensemble de la population dans les progrès que nous allons encore connaître et qui, je dirais, ont tendance à s'accélérer. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous souhaitez remercier les organisateurs et donc leur dire encore et vous dire encore bon travail sur ces matières-là. Merci à vous.